se trouve sur le site d'une tombe romaine, c'est-à-dire tombe d'un riche propriétaire, appelée généralement tombe de Marneffe alors qu'elle se trouve sur le territoire de l'ancienne commune de Latine. Ces tombes étaient des caveaux creusés dans le sol que l'on recouvrait de terre. Celle-ci a subi une tentative de nivellement au XIXe siècle, ce qui explique qu'elle est relativement réduite, alors que dans les archives, on trouve souvent la mention de grosses tombes. Les tentatives de fouilles ont eu lieu au début du XXe siècle. Elles n'ont rien donné parce qu'ils n'ont pas pu localiser exactement où se situait le caveau. Le tumulus tombe d'Avène se trouve non loin du site gallo-romain de Perniciacum, qui s'étend derrière moi. C'est un des plus anciens tumuli gallo-romains découverts en Belgique, qui date de la fin du 1er siècle. La fouille a été organisée par le comte Delot au XIXe siècle et on y a trouvé un très beau mobilier funéraire qui se trouve pour le moment exposé au musée Curtius. Quant à l'agglomération elle-même, elle a pris naissance vraiment dans les dernières années avant la naissance de Jésus-Christ et elle a subsisté jusqu'au IVe siècle avec ce changement radical, c'est qu'au IIIe siècle, lors des grandes invasions germaniques, le village a été pratiquement nivelé et a été remplacé par une fortification qui se trouve vraiment au sommet du plateau. Le vicus, ou l'agglomération romaine, s'est développée au bord de la chaussée romaine, la Bavay-Cologne, qui est une route très importante puisqu'elle relie la France à l'Allemagne. Donc elle vient de Bavay et elle va à Cologne en Allemagne. Nous nous trouvons devant la franche taverne de Osdam. Dans ce bâtiment se réunissait également la cour de justice qui faisait respecter les différentes ordonnances du Seigneur. Cette cour de justice traitait généralement des problèmes de voisinage, des querelles domestiques, des successions, de toutes sortes de problèmes finalement qui actuellement ressortissent plus de la justice de paix. Ce bâtiment se trouve non loin du moulin banal, là où également les gens étaient obligés de venir moudre leurs céréales pour obtenir de la farine et faire leur pain. Toutes ces banalités étaient des privilèges des seigneurs. Nous sommes devant le pressoir à huile que le seigneur de Falais, Herman de Bourgogne, a fait construire en 1620. On y traitait l'œillette, qui était une plante assez commune à l'époque, et ceci permettait donc de faire de l'huile. Ce moulin a été transformé en moulin à creille, c'est-à-dire que l'on a broyé la creille ici pour en faire du mastic et d'autres dérivés de la creille. Nous sommes devant le château féodal de Falais, dont certains font remonter l'origine au XIe siècle, ce qui n'est pas tout à fait sûr. Ce qui est par contre certain, c'est de sa présence au XIIIe siècle avec la famille de Beaufort. Et au XIVe siècle, là, on a des témoignages historiques qui prouvent la présence du château. Il est en quadrilatère avec à chaque coin, une tour. La tour que vous avez derrière, qu'on appelle la tour de Bourgogne, est une tour qui a été reconstruite après la destruction provoquée par les troupes de Louis XIV en 1675, qui ont carrément bombardé donc, la partie du château là-bas.
bâtiment derrière nous, comme l'indique la date qui se trouve sur le linteau, est de 1749. Il est communément appelé la forge de Pittet. Ce qui est troublant, c'est que dans les archives du XVIIIe siècle et sur certains plans du XVIIIe et même jusqu'au début du XIXe siècle, il ne s'agit pas d'une forge mais d'une brasserie. Et il n'y a pas de doute possible. Ce n'est donc qu'à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle que l'on voit apparaître la mention d'une forge. Il faut donc admettre que vers 1850, le bâtiment qui originellement était une brasserie a été reconverti en forge. Nous ne sommes pas loin du château-ferme de Pittet, dont la partie la plus intéressante, le quartier de maître, comme on dit, comme on se trouve dans les archives, date du début du XVIIIe siècle. Il y a dans la partie inférieure de la butte, il y a un cimetière romain. À ce cimetière succédera un cimetière mérovingien. Il laissera place au Moyen-Âge à un cimetière chrétien. Dès le XIIe siècle, on a les traces de l'existence d'une chapelle sur le mont Saint-Sauveur. Cette chapelle sera remplacée au XVe siècle par une autre dont subsistent 2 murs, et cette chapelle servira jusqu'à la Révolution française. Et au XIXe siècle, elle servira même de carrière, car on a extrait là-bas des pierres de construction, le grès que vous voyez dans pas mal de maisons ici à Pittet. Le château féodal de Fumal a gardé des traces depuis le XIIe siècle. Ce château a été au départ une immense enceinte qui couvrait tout le plateau, englobant même l'église. Dans l'état actuel, on voit notamment une partie intéressante ici, qui est la partie de 1622, qui est due au seigneur Nicolas de Hénisdal. Autre caractéristique de ce coin de Fumal, c'est qu'il dépendait du comte de Namur, alors qu'au-delà de la Meurthe, si l'on traversait donc passait le pont, on se retrouvait dans la principauté de Liège. Ce qui explique que certains malfaiteurs, après avoir commis leurs méfaits ici, dans cette partie ici de Fumal, se réfugiaient dans la partie liégeoise pour échapper à la justice. La chapelle donc castrale, au départ, est devenue une église paroissiale et il y a donc des éléments du XVIe siècle encore, et des éléments classés d'ailleurs à l'intérieur de cette chapelle. On y voit également de très belles pierres funéraires de la famille de Fumal. Sur le trajet de l'ancienne ligne de chemin de fer 127 qui reliait Huy à Landenne. Cette ligne a été conçue dans le but de désenclaver la S-Bay et de la mettre en contact non seulement avec Huy, mais également avec le Condro. Elle était très utile pour les agriculteurs. Et c'est l'époque d'ailleurs où la betterave sucrière se répand de plus en plus. La preuve, c'est que près de la gare se trouve une ancienne sucrière, sucrerie plutôt, pardon. Et la ligne de chemin de fer a été mise en fonction en 1875.